J'ai titré ma conférence La déconstruction, comment une manière sophistiquée de lire les textes philosophiques est devenue une machine de guerre contre la civilisation occidentale. Qu'y a-t-il de commun entre la déconstruction heideggerienne de la métaphysique, la déconstruction derridienne du logocentrisme occidental, la déconstruction féministe ou antiraciste des préjugés ou des stéréotypes de race ou de genre, la déconstruction des valeurs, des normes et des institutions par les adeptes des sciences sociales critiques, la déconstruction du roman national et de l'universalisme républicain par les partisans du décolonialisme, la déconstruction du privilège blanc par les néo-antiracistes racialistes et la déconstruction permanente des discriminations, mais aussi celle de son conjoint, telle qu'elle est pratiquée et recommandée par l'incontournable Sandrine Rousseau. Pourquoi parler de déconstruction là où il serait plus simple de parler d'analyse critique des textes, de démontage de telle ou telle tradition, de critique radicale d'un ordre sociopolitique? Ce qui est sûr et surprenant, c'est que la notion de déconstruction, après avoir été introduite techniquement par Martin Heidegger en 1927, puis reprise et généralisée avec fracas par Jacques Derrida en 1967, est sortie du domaine de la pensée philosophique pour devenir, au cours du dernier tiers du XXe siècle, une arme politique utilisée par la plupart des milieux intellectuels gauchistes ou néo-gauchistes, avant de finir par se réduire à un mot magique suremployé par les propagandistes, les journalistes et les communicants, voire par les publicitaires qui prétendent à leur tour déconstruire les stéréotypes en tout genre. Il s'agit de savoir comment le déconstructionnisme est sorti des textes ésotériques de quelques heideggeriens français pour devenir une vague, une vulgate internationalement diffusée. Il s'agit aussi de savoir par quel chemin la déconstruction s'est installée dans les esprits pour jouer le rôle d'une évidence commune, illustrant ainsi la force du biais de conformité. L'idée de déconstruction telle qu'elle fonctionne encore aujourd'hui dans certains milieux universitaires, comme vision idéologique, instrument de critique sociale et programme de travail sur les textes, s'est formée à partir des lectures françaises de Nietzsche et surtout de Heidegger au cours des années 60 et 70. Dans le paragraphe 6 de Sein und Zeit, Être étant, paru en 1927, Heidegger emploie le mot destruction pour définir ce qu'il appelle la tâche d'une désobstruction, destruction, de l'histoire de l'ontologie. Il précisera plus tard, dans une conférence prononcée en août 1955, qu'est-ce que la philosophie? Destruction, je cite, destruction ne signifie pas anéantissement, mais démantèlement, déblaiement et mise à l'écart, des énoncés purement historicisants sur l'histoire de la philosophie. Cette destruction est donc une déconstruction comprise comme une désobstruction ou une désoccultation. Résumons en simplifiant, si la tradition est l'oubli des origines, alors il faut déconstruire la tradition pour accéder à l'expérience originaire, une expérience de pensée, bien sûr. Pour Heidegger, il s'agit de désobstruer l'accès à la pensée de l'être. Pour conjurer l'oubli de l'être, il faut opérer, selon lui, un retour au présocratique. Le mot déconstruction, avec une majuscule et un tiret, a été forgé par Gérard Granel au milieu des années 1960 pour traduire le terme polysémique employé par Heidegger, Abao, dans son essai Contribution à la question de l'être, texte rédigé en 1955 en hommage à Ernst Jünger. Le mot abao avait été auparavant employé par Heidegger, notamment dans son cours de 1927, Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, pour désigner la déconstruction critique des concepts reçus qui sont d'abord nécessairement en usage afin de remonter aux sources où ils ont été puisés. Cette idée directrice était également présente chez Edmund Husserl, qui, dans le paragraphe 60 des Méditations cartésiennes, 1929, critiquait ce qu'il appelait la métaphysique dénaturée au cours de l'histoire et se proposait, par la phénoménologie, de retrouver ou de restaurer le sens de ce qui fut à l'origine fondé comme une philosophie première,
ainsi que le rappelle Derrida dans La Voix et le phénomène en 1967. C'est à la suite d'une rencontre avec Heidegger sur les questions de traduction de ses textes que Gérard Granel, comme il l'expliquera plus tard, a proposé le mot déconstruction pour éviter destruction qui, même avec un tiret, renverrait à Zerstörung plutôt qu'à Abbau. Avant d'être publiée, la traduction par Granel du texte de Heidegger avait circulé dans les milieux heideggeriens et sa traduction d'Abbau par le mot déconstruction avait retenu l'attention. Il a été aussitôt repris par Derrida, qui en a fait par la suite un drapeau. Au début de la grammatologie, ouvrage publié en décembre 1967, où il s'engage dans la déconstruction de l'ontothéologie métaphysique, censée être propre à l'Occident, Derrida définit son geste comme, je cite, la destruction, non pas la démolition, mais la désédimentation, la déconstruction de toutes les significations qui ont leur source dans celle du logos, en particulier la signification de vérité. Fin de citation. Ce qui est visé, c'est ce qu'il appelle le logocentrisme, qu'il définit comme une métaphysique, comme la métaphysique de l'écriture phonétique, et plus profondément, une ontologie qui, dans le cours le plus intérieur, a déterminé le sens de l'être comme présence et le sens du langage comme continuité pleine de la parole. Fin de citation. L'objectif déclaré de l'ouvrage est de travailler à l'ébranlement de cette ontologie ou de cette métaphysique de la présence et de, je cite, rendre énigmatique ce que l'on croit entendre sous les noms de proximité, d'immédiateté, de présence. Fin de citation. Et Derrida de préciser, invoquant en outre Nietzsche et Freud, cette déconstruction de la présence passe par celle de la conscience, donc par la notion irréductible de trace, Spur, telle qu'elle apparaît dans le discours nietzschéen comme dans le discours freudien. Fin de citation. Au début des années 1970, dans un contexte où le féminisme universitaire devient un phénomène de mode, Derrida s'applique à déconstruire le primat que Jacques Lacan accorde au phallus, ce signifiant privilégié, dit encore transcendantal, et condensant les mots logocentrisme et phallocentrisme, forge le terme, encore un néologisme, de phallogocentrisme. Il postule que le logos et le phallus constituent deux manifestations d'un seul et même système, le système phallogocentrique, qu'il conçoit comme inséparable de la tradition métaphysique occidentale, qu'il s'agit bien sûr de déconstruire, comme il le rappelle en 1972, au début de son recueil de textes, Marge de la philosophie. Il s'en explique notamment dans une longue étude intitulée Le facteur de la vérité en 1975, où il précise, je cite, le phallogocentrisme n'est ni un accident ni une faute spéculative imputable à tel ou tel théoricien, c'est une énorme et vieille racine dont il faut aussi rendre compte. Il réduit ainsi à une seule cible les multiples figures de l'ennemi spéculatif. Nombre de théoriciennes féministes, en France comme aux États-Unis, croient alors trouver dans les écrits de Derrida des armes intellectuelles. Derrida est désormais présenté comme le philosophe ou le penseur de la déconstruction. En juin 1973, dans Le Monde, son ami Lucette Finas publie un article intitulé « Jacques Derrida, le déconstructeur ». Mais la mode de la déconstruction s'internationalise véritablement après la traduction anglaise en 1976 de son livre le plus célèbre, De la grammatologie, par sa disciple indienne Gayatri Spivak, spécialiste de littérature comparée et militante féministe marxisante, qui deviendra l'une des pionnières des post-colonial studies dans les années 1980. Il faut pointer le grand malentendu sur la déconstruction. Par son ambiguïté constitutive, l'entreprise derridienne, qu'on peut dire mi-philosophique, mi-littéraire, située entre l'orthodoxie heideggerienne et l'avant-gardisme académique états-unien, pouvait être mise à toutes les sauces, ce qui faisait croire à tous ceux qui s'en inspiraient qu'ils parvenaient ainsi au sommet de l'inventivité intellectuelle et plus particulièrement aux critiques littéraires qu'ils étaient devenus philosophes et aux heideggeriens les plus compassés qu'ils dansaient avec la langue.
tous disciples néanmoins de Derrida, s'il est vrai que la formule synthétique des prétentions derridiennes est de marier la profondeur heideggerienne à la légèreté nietzschéenne, pour faire référence à deux clichés, mais aussi, d'une certaine manière, de jouer Nietzsche contre Heidegger. Un Nietzsche passé, bien sûr, à la moulinette de la déconstruction. Heidegger, Derrida paraît être un heideggerien incrédule qui emprunte au maître le mot de déconstruction, tout en dénonçant le mythe de l'origine pure et l'utopie du retour à l'origine qui lui donne, chez Heidegger, son sens philosophique. La déconstruction semble toujours échapper aux définitions qu'on en donne, et ce, chez Derrida comme chez ses disciples ou ses imitateurs. Dans Force de loi, en 1994, où ce qu'il appelle l'exercice de la déconstruction porte sur la justice, Derrida évoque les recherches de style déconstructif ou un questionnement déconstructif ou encore un questionnement philosophico-déconstructif. Il lance par exemple la déconstruction et la justice. Comprenne qui pourra ou plutôt qui croira. Lecture, recherche, pratique, discours, questionnement, la déconstruction et tout cela en même temps. Commentant un texte de Walter Benjamin, où il est question de grève générale et de révolution, Derrida pose la question, la déconstruction, est-ce cela? Est-ce une grève générale, une stratégie de rupture? Oui et non. Fin de citation. L'énigme reste donc entière. Derrida ne recule pas devant la coquetterie provocatrice lorsqu'il écrit en 1985 dans sa lettre à un ami japonais, je cite, « Ce que la déconstruction n'est pas, mais tout. Qu'est-ce que la déconstruction? Mais rien. » Fin de citation. Disons plus simplement qu'elle est indéfinissable, et ce, vraisemblablement parce qu'elle est un concept vide ou une idée confuse. Ces interrogations, réserves, extensions, autocorrections indéfinies et tours de passe-passe n'ont nullement empêché la sloganisation de ce mot à la fois obscur, sonore et scintillant, outil privilégié d'un nouveau pédantisme à la portée de tous. La déconstruction est ainsi devenue une clé universelle, en même temps qu'un tribunal devant lequel sont convoqués tous les grands penseurs de l'histoire européenne, mais aussi toutes les composantes de la civilisation occidentale, des arts et des sciences à l'économie et à la politique. Dans le paysage déconstructionniste contemporain, on observe un certain nombre de tendances et d'orientations politico-intellectuelles associées à des groupes formés autour de maîtres à penser et à parler, grands et petits. Simplifions grossièrement le tableau en distinguant d'une part la déconstruction du discours philosophique et politique occidental, qui suppose des analyses critiques plus ou moins sophistiquées, conduites par des universitaires restant ou non dans leur domaine de compétences respectifs, philosophie, sociologie, anthropologie, histoire, sciences politiques, études littéraires, etc. Et d'autre part, les politiques de la déconstruction menées par des intellectuels engagés qui, puisant leurs thèmes et leurs arguments dans diverses disciplines, prétendent accomplir une critique radicale des sociétés occidentales dans tous leurs aspects, en vue d'une transformation globale prenant la relève des utopies révolutionnaires modernes. Alors que, pour Heidegger, la déconstruction constituait le geste nécessaire pour restaurer la pensée originaire, les déconstructions révolutionnaires veulent faire du passé table rase pour construire une société parfaite et forger une humanité nouvelle. On assiste là à l'inversion d'une pensée réactionnaire, celle de Heidegger, qui appelle à déconstruire pour faire renaître, en une pensée prométhéenne hyperconstructiviste qui insiste à tout détruire pour tout reconstruire. Il est clair que seule la civilisation occidentale fait l'objet des activités déconstructrices politisées, qu'elle s'attaque à des formes discursives jugées trompeuses ou à des ordres sociopolitiques jugés injustes ou inégalitaires. Incarnation supposée de la volonté de puissance et de domination, matrice désignée de l'exploitation capitaliste et de l'impérialisme colonial, le monde occidental est traité par les déconstructeurs comme l'ennemi absolu. La déconstruction est l'arme intellectuelle censée permettre de dévoiler l'insoutenable face cachée de l'Occident, à savoir son racisme et son sexisme, considérés comme ses héritages culturels à dénoncer en attendant de les abolir.
La conclusion logique du déconstructionnisme est qu'il faut en finir avec la civilisation occidentale. La mode déconstructionniste a eu notamment pour effet de stériliser la pensée philosophique en France en la réduisant à l'imitation pieuse des écrits de Jacques Derrida et de ses disciples immédiats comme Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoue-Labarthe. Cette mode intellectuelle et langagière présente quatre traits distinctifs: sa longue durée, sa force d'intimidation, sa vitesse de propagation internationale et sa traduction en une vulgate dont les variantes se rencontrent dans des domaines extrêmement divers, de l'art contemporain à la pédagogie, de l'antiracisme et du néo-féminisme au discours publicitaire et à la propagande politique. Le mot d'ordre des déconstructeurs est simple: tout peut et doit être déconstruit. Mais il est trompeur, car seule la culture occidentale fait l'objet d'une déconstruction systématique. Il n'est pas question, par exemple, de déconstruire le ressenti victimaire attribué aux catégories sociales dites minoritaires, dominées ou racisées. C'est l'appartenance à une minorité qui définit la victime. Criminalisé et diabolisé dans toutes ses composantes, le monde occidental est dès lors voué à être démoli, mis en pièces, pour être remplacé par un monde meilleur qui n'est guère défini que par la négation de tout ce qu'est l'Occident aux yeux de ses ennemis. L'intimidation heideggéro-derridienne a eu pour résultat d'imposer un lexique et une rhétorique qui, en bloquant la pensée libre ou créatrice, n'a fourni que des signes d'appartenance à une secte internationale et partant des signes de reconnaissance entre membres de la dite secte politiquement située à l'extrême gauche, qu'ils se disent marxistes ou non. La pensée critique et démystificatrice issue des Lumières s'est par là transformée en une pratique déconstructrice dont le premier geste est de s'attaquer au logocentrisme et au phallogocentrisme, les exigences de rationalité et d'universalité étant réduites à l'expression d'une volonté de domination sans pareil, elle-même rapportée à l'abominable système hétéro-patriarcal dont nous sommes censés voir les méfaits tous les jours. L'extension sans fin du champ des objets à déconstruire constitue l'un des traits de la pratique déconstructionniste. Dans Force de loi, Derrida ajoute la question animale et part en guerre contre ce qu'il appelle le carnot-phallogocentrisme, venant donner une caution philosophique à l'antispécisme, extension de l'antiracisme, et à l'animalisme, conclusion logique de l'anti-humanisme théorique hérité de Heidegger. Il s'agit selon lui de déconstruire les partitions qui instituent le sujet humain, de préférence et paradigmatiquement le mâle adulte, plutôt que la femme, l'enfant ou l'animal, en mesure du juste et de l'injuste. Fin de citation. La décentration et la déconstruction doivent se poursuivre dans l'espace tout entier du monde vivant. Les déconstructeurs militants sont venus à s'attaquer au leucocentrisme, du grec leucos, blanc, en dénonçant le privilège blanc et en appelant à déconstruire l'innocence blanche. La leucophobie s'est installée dans le discours politiquement correct qu'est l'antiracisme racialiste, que j'appelle le néo-antiracisme. Une croisade idéologique a été lancée par les féministes noires états-uniennes, par exemple, contre ce qu'elles appellent le savoir eurocentrique et androcentrique, et plus largement contre l'androcentrisme blanc, désignant, je cite Patricia Hill Collins en 1989, désignant la procédure de validation du savoir contrôlée par les hommes blancs et dont le but est de représenter le point de vue blanc et masculin. On a affaire ici à une misandrie, à une haine de l'homme et de l'homme blanc plus particulièrement caractérisée. Tel qu'il est dénoncé, le X-centrisme vise toujours et seulement l'homme occidental, ou plus précisément le mâle blanc supposé intrinsèquement phallocentrique, ainsi que son logocentrisme, son rationalisme, son humanisme jugé paternaliste et douteux, et son universalisme suspect, tout censé dissimuler son impérialisme, son nationalisme, son sexisme et son racisme. Pardonnez-moi la litanie. Prenons l'exemple du néo-antiracisme.
Le présupposé du racisme systémique est que le racisme est toujours le fait des Blancs dont les victimes sont toujours des non-Blancs. La vulgate néo-antiraciste qui en dérive est fondée sur l'absolutisation de la différence des couleurs de peau et sur la définition subjective de l'incident raciste qu'on trouvait en 1999 dans la fameuse enquête Macpherson en Grande-Bretagne, dont les conclusions ouvraient la porte aux accusations arbitraires ou mensongères de racisme. Un incident raciste est défini dans l'enquête Macpherson comme, je cite, tout incident perçu comme raciste par la victime ou par une tierce personne, quelle qu'elle soit. Fin de citation. Ce qui est inquiétant, c'est que cette pseudo-preuve d'un acte raciste par la perception qu'en aurait la victime ou un témoin s'inscrit dans une vision racialiste manichéenne, ordonnée à la différence des couleurs de peau, faisant des blancs des suspects par nature et des non-blancs des victimes prédestinées. Il est temps de revenir à la définition générale du racisme proposée par Albert Memmi en 1964, je cite, le racisme est la valorisation généralisée et définitive de différences, réelles ou imaginaires, au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime, afin de justifier ses privilèges ou son agression. On notera que dans cette définition, aucune référence n'est faite à la couleur de peau de l'accusateur ou de l'agresseur, ni à celle de la victime. Ayons donc le courage de continuer à considérer la couleur de peau comme négligeable ou anecdotique, et non comme l'indice d'une identité substantielle, d'une différence irréductible, d'une supériorité ou d'une infériorité fondée en nature ou en culture. C'est le premier geste de rupture que nous pouvons faire à l'âge identitaire dans lequel rejoignent dangereusement les imaginaires respectivement racistes et néo-antiracistes. Comme l'a rappelé récemment mon amie Catherine Kinsler, le grand comédien états-unien Morgan Freeman a parfaitement formulé l'impératif antiraciste non identitaire, je le cite, « Ne vous adressez pas à moi comme à un noir et je ne vous parlerai pas comme à un blanc ». Fin de citation. Pour sortir du tunnel identitaire, il faut s'efforcer de se rendre indifférent à la couleur de peau. L'éthique antiraciste bien pensée doit commencer par cet acte de volonté dont l'horizon est celui de l'universalisme républicain. Les nouveaux précieux et les nouveaux pédants à visage radical se sont donc installés sur les terres de la déconstruction en même temps que sur celles de la révolution. Je dirais, pour paraphraser librement Pascal, que depuis la fin des années 60, les heideggerò-derridiens ne s'imaginent pouvoir philosopher qu'avec de grandes robes de pédants en multipliant par exemple les néologismes et que lorsqu'ils se risquent à écrire sur la politique, ils entrent volontairement dans ce que Pascal appelait cet hôpital de fous qu'est le jeu politico-médiatique pour devenir fou parmi les fous, la prétention, la préciosité et le pédantisme en plus. Le mouvement woke est issu de ce long moment déconstructionniste politisé qui dure depuis plus d'un demi-siècle et a conduit dans l'enseignement supérieur, au détriment des disciplines, donc de leurs méthodes et de leurs concepts, à multiplier les studies attrape-tout et fortement politisés, Black Study, Cultural Study, Queer Study, Gender Study, Whiteness Studies, etc., lesquels permettent aux activistes de prendre d'assaut les universités et d'occuper le terrain académique. Ces studies ont fortement contribué à la promotion de la notion d'identité et ainsi à conférer une légitimité académique à la politique de l'identité, qu'elle soit fondée sur la race, couleur de peau, le sexe ou le genre. Quel est le sens du mot déconstruction dans l'usage courant depuis le début des années 2010 dans la plupart des démocraties occidentales? Déconstruction signifie simplement analyse critique à visée démystificatrice, comme dans les appels à déconstruire les stéréotypes et les préjugés de race, de sexe, de genre, etc., pour lutter contre les discriminations. Dans le discours pédagogique ordinaire, l'esprit critique est censé s'exercer désormais par la déconstruction, mot magique. Il en va de même dans le discours politique des gauches radicales ralliées au décolonialisme, à l'intersectionnalité et à l'écoféminisme,
qui réduisent la pensée rationnelle à un produit de la domination masculine et de l'hétéropatriarcat eurocentrique. Les réseaux sociaux facilitent la diffusion et l'imposition d'une nouvelle langue. La police du langage y est reine et les campagnes de diffamation visant à salir et ostraciser les déviants s'y multiplient à l'infini en même temps que se banalise l'autocensure. C'est ainsi que, dans ces emplois du mot déconstruction, l'esprit critique se retourne contre lui-même. Les origines agdegéro-déridiennes du terme ont été oubliées et les nouveaux locuteurs, du moins pour la plupart d'entre eux, les ignorent. En sortant de l'espace universitaire et plus particulièrement des milieux philosophiques, le mot déconstruction a donc changé de sens, mais ce sens est obscurci pour se réduire à l'expression d'un ressentiment. Il reste un puissant désir de détruire. Derrière l'appel à déconstruire, on discerne en effet une volonté de détruire la civilisation démocratique moderne qui serait sournoisement phallocentrée et dans laquelle les dominations et les discriminations s'entrecroiseraient et se cumuleraient. La révolution culturelle wokiste consiste à vouloir mettre partout de la diversité et de l'inclusivité pour lutter contre les discriminations. Le psychologue Rob Anderson a analysé ce qu'il appelle ces nouvelles croyances de luxe qui signent l'appartenance au camp du bien, celui des éveillés éveilleurs. Comme le note Paul Berman, les règlements antidiscriminatoires ont pris la place des codes inquisitoriaux. Fin de citation. Mais c'est leur effet social qui est le plus inquiétant, car le culte diversitaire et inclusiviste suscite des chasses aux sorcières sans fin, lancées par les fameux guerriers de la justice sociale. Les croyances de luxe des wokistes ont remplacé le verbiage radical chic des marxistes-léninistes ou des maoïstes de la chair. La dénonciation du privilège blanc fait paraître démodée celle de l'exploitation capitaliste. En déconstruisant tout ce qu'ils perçoivent comme politiquement ou moralement incorrect, les nouveaux déconstructeurs militants sont convaincus d'être progressistes. Mais le mot progressisme a lui-même changé de sens. Privé de ses fondements rationalistes et de ses horizons universalistes, il désigne simplement la posture idéologico-politique qui prétend incarner le bien, à savoir l'engagement à gauche ou à l'extrême gauche, défini par son objectif claironné, le combat pour l'égalité et la justice. Bien entendu, un grand nombre d'intellectuels de gauche ne se reconnaissent pas dans cette gauche, ni dans cette extrême gauche. Ce grand et légitime combat des modernes dans la culture woke s'est réduit à une police du langage et à une traque obsessionnelle des mal-pensants. L'indignation feinte, la dénonciation édifiante et la diabolisation du contradicteur rendent impossible la discussion publique entre interlocuteurs de bonne foi se respectant les uns les autres. La suspicion généralisée et la condition morale sans appel chassent le goût du débat. Le monde social est divisé entre le camp des victimes, les dominés, racisés, les minorités, etc., et celui de leurs bourreaux, les dominants, les racisants, les mâles blancs, cisgenres, hétéros, etc. Le propre d'une telle victime idéologiquement statutaire, c'est de pouvoir se sentir blessé par le moindre mot prononcé par un supposé dominant, mais aussi de pouvoir mettre en accusation ce dernier dans l'espace public pour en faire un paria. Avec cette forme particulièrement perverse de politiquement correct qui joue sur l'idéologie victimaire, le terrorisme intellectuel entame une nouvelle carrière dans les démocraties occidentales. On peut voir dans cette politique de l'intolérance vertuiste soit la dernière version culturelle en date de la grande illusion communiste, dont le décolonialisme est l'héritier, soit un avatar néo-gauchiste de l'esprit macartiste devenu l'esprit du temps. Il faut rappeler que l'imposture criminelle qu'est le communisme, qui a toujours ses adeptes nostalgiques, ses militants et ses apologistes, tenait sa séduction de ce qu'elle avançait sous le drapeau du progressisme et promettait de réaliser universellement l'égalité des conditions après la destruction de la société capitaliste. Devenue folle, l'utopie égalitaire, située au cœur de sa promesse d'un monde meilleur, s'est redéfinie à travers le wokisme, nouvelle figure de l'égalitarisme radical mariée à l'étrange haine de soi
cultivée par nombre d'intellectuels occidentaux qui se sont spécialisés dans la mise en accusation de leur civilisation et la culture de la repentance perpétuelle. On peut y voir un néo-puritanisme punitif, inquisitorial et éradicateur, justement nommé cancel culture, culture de l'effacement ou de l'annulation. Il ne s'agit plus seulement d'en finir avec le capitalisme, il faut détruire la civilisation occidentale en commençant par criminaliser son passé tout entier et rejeter en conséquence tous ses héritages. La destruction de la langue par l'écriture inclusive fait partie de ce programme de décivilisation vertuiste. Dans cette critique culturelle non sélective qui se veut radicale, l'esprit de sérieux se marie avec l'esprit de lourdeur, mis au service d'une volonté d'accuser, d'effacer et de détruire. Il y a là un appel à un ethnocide ou un culturicide de grande ampleur. Du pédantisme déconstructionniste plus ou moins ludique et inoffensif qu'était le déridisme, est né ce monstre redoutable qu'est le wokisme, conformisme hypermoral, intolérant et conquérant, qui semble marquer l'émergence d'un nouvel esprit totalitaire dans les démocraties occidentales, où il a rendu acceptables les chasses aux sorcières. Ce qui est nouveau en elles, c'est que leurs meneurs osent se plaindre d'être eux-mêmes les victimes d'une chasse aux sorcières. Confortablement installés sur le trône du juste, du bien et du vrai, ils ne peuvent assumer leur triple rôle d'inquisiteur, de délateur et de persécuteur. Cette bonne conscience, loin de toujours relever d'une posture cynique, est l'indice le plus clair de leur fausse conscience.